Bonjour à tous. Nous allons commencer cette session par un résumé de ce que nous allons voir. La protection du roi, à l'aide du roc rapide, sera le thème de la section ouverture. Dans le chapitre tactique, nous étudierons les combinaisons idéales dans le développement de milieu de partie. Dans la section stratégie, nous analyserons s'il est intéressant ou non d'échanger des pièces. Dans la section finale, nous étudierons comment mater avec le roi et une seule tour. Cette fois-ci, le grand maître Miguel Illescas nous expliquera comment échapper à une situation désespérée grâce aux pattes. On commence ? Aux échecs, il existe de nombreuses ouvertures et systèmes de défense. Toutes ont déjà été classifiées et largement analysées. Mais avant de commencer à les étudier de manière approfondie, il est essentiel de bien comprendre leurs principes de base. Nous en avons déjà vu quelques-uns, comme le développement et le contrôle du centre. Maintenant, nous allons examiner le rock, ou plutôt l'intérêt de rocker le plus rapidement possible. Au cours de l'ouverture, il se produit un combat au centre et souvent les pions sont échangés et les colonnes centrales sont ouvertes. Ceci met le roi en grand danger car il est exposé dans un espace ouvert sans la couverture de ses pions. Comment pouvons-nous le protéger ? Le meilleur coup est le roc. De cette manière, le roi reste à l'abri derrière une barrière de pions et flanqué par une des tours. Le procédé le plus rapide pour faciliter le roc est de sortir le pion roi, le cavalier, puis le fou. Si nous suivons ce plan, nous pourrons roquer rapidement au quatrième coup. Comme vous pouvez le voir, le roc permet d'atteindre un double objectif. Protéger le roi et en même temps rapprocher les tours des colonnes centrales. Si nous ne tenons pas compte de l'importance de roquer rapidement, nous pourrions être confrontés à de sérieux problèmes. Observez cette partie. Les deux joueurs déploient leurs pièces. Ils jouent l'ouverture espagnole, qui, comme nous le verrons, fait partie du groupe des ouvertures ouvertes. Autrement dit, celle qui commence avec l'avance du pion roi. Les noirs jouent bien, et ils pourraient exceller s'ils avaient roqué au cinquième coup. Mais ils ne le font pas. Ils déplacent le pion en case D6 et se mettent en danger. Après quelques coups, les blancs prennent le centre et tirent profit du clouage. Regardez comme le fou cloue le cavalier sur le roi adverse. Que signifie le fait que le cavalier soit cloué ? Eh bien, qu'il ne peut pas se déplacer parce que s'il le faisait, il laisserait le roi à découvert à la merci du fou. Par conséquent, le coup impliquerait de perdre le roi au prochain coup. Cependant, bien que nous souhaiterions le faire, nous ne pourrions pas. C'est un coup illégal. Observez qu'en plus, le cavalier est attaqué par le pion blanc. Les noirs essaient de se défendre, mais à ce stade, c'est inutile. La pièce est condamnée. S'ils avaient roqué, rien de tout cela ne serait arrivé. Donc rappelez-vous, ne pas roquer rapidement favorise une attaque possible par la diagonale. Mais il y a pire, observez. Dans cette partie, on utilise l'ouverture espagnole. Les noirs jouent bien jusqu'à ce que, de manière très risquée, ils prennent un pion central.
Remarquez comme la tour blanche exerce une action d'attaque contre le cavalier, mais aussi par rayon X contre le pion et le roi. Cela signifie que si le cavalier bat en retraite, le pion sera menacé par la tour. Et si le pion tombe, alors ce sera le roi qui se verra attaqué. Ici, nous pouvons apprécier de façon distincte comment le roc des Blancs sert aussi à dominer la colonne centrale grâce à la tour. Continuons à analyser la partie. Les Noirs essaient de défendre le cavalier. Mais ce n'est pas un bon coup. Il aurait été plus efficace de le retirer dès le début parce que les Blancs ont la capacité de le chasser. Le cavalier se voit obligé de prendre la fuite face à un pion qui le menace. Les Blancs occupent le centre et enfin nous voyons les conséquences. Comme nous le disions, la tour menace le roi adverse par rayon X. Mais en plus, le cavalier et le fou attaquent la case C6. Quand les Noirs éliminent un de leurs agresseurs, ils constatent que maintenant ils doivent payer cher le fait de ne pas avoir roqué. Leur roi est resté totalement sans défense dans une colonne ouverte. Et comme nous pouvons le voir, les Blancs prennent la dame, obtenant un avantage décisif. Par conséquent, le second risque de ne pas roquer se déroule dans la colonne du roi, qui peut s'ouvrir avec facilité. Le troisième risque concerne une case particulièrement faible, la case F7 pour les Noirs ou F2 pour les Blancs. Regardez. Dans cette ouverture, le fou blanc se place en exerçant une pression sur la case F7. Et pourquoi affirmons-nous qu'elle est faible? Parce qu'elle est la seule à n'être défendue que par le roi, ce qui s'avère insuffisant si la case est attaquée par plusieurs pièces. Effectivement, nous pouvons voir comment la défense cavalier F6 n'apporte aucun bénéfice au cours de la partie. Après l'échange, les Blancs mettent en place une attaque imparable. La dame pourrait essayer de défendre le pion, mais avec les échanges, les Noirs perdent du matériel. Une dame et un pion contre un cavalier et un fou. Comme nous avons pu le vérifier, il est très important de mettre son roi à l'abri avant qu'il puisse être menacé. Nous allons voir maintenant la seconde raison pour laquelle il est nécessaire de roquer, la mise en jeu des tours. Analysons tout d'abord un exemple de petit roc. Les Blancs commencent avec l'ouverture espagnole qui leur permet de bien développer leurs pièces, d'attaquer le centre et de préparer le roc. Au cinquième coup, les Blancs font le petit roc. Cela offre une véritable forteresse au roi. De plus, la tour est déjà en mesure de jouer. Si les Noirs prennent le pion, la tour sera une menace pour toutes les pièces situées sur la colonne. Et si les Noirs continuent avec un coup de développement, les Blancs aussi peuvent utiliser la tour. Effectivement, le coup le plus commun dans cette position est tour E1. Il existe des milliers de parties de grands maîtres qui utilisent ce coup, parce qu'il défend le pion, met en jeu la tour et permet de continuer le développement. À vrai dire, après le roc des Noirs, il serait normal de déplacer le pion en C3 et de continuer à contrôler le centre avec le coup D4. Quels avantages nous offre le grand roc? Exactement les mêmes. Voyons cela. Les Blancs commencent avec une ouverture assez inhabituelle. L'ouverture du centre. Il est difficile de comprendre pourquoi ils sortent la dame dès le début.
Cette action est à déconseiller. Mais dans ce cas, les Blancs ont la ferme intention de faire le grand roc, et pour ce faire, ils ouvrent la voie au roi. Cependant, les Noirs ont en tête, eux, de faire le petit roc, et pour cela, ils développent rapidement le cavalier et le fou. Regardez comme les Blancs ouvrent un couloir qui permettra de faire le grand roc. Les Noirs roquent. Mais maintenant, nous savons déjà quelles intentions se dissimulent derrière ce coup. N'est-ce pas? Effectivement. Les Noirs commencent de jouer leur tour dans la colonne ouverte. Les Blancs doivent donc mettre le roi à l'abri à toute vitesse. Ils roquent et ainsi arrivent à protéger leur roi. Mais à son tour, la tour entre en action et contrôle la colonne D. Quand les Noirs, après un coup très logique, déplacent leur tour vers la colonne, les deux tours, la blanche en D1 et la noire en E8, parviennent à gêner la dame adverse grâce à l'attaque rayon X. Il se peut que des expressions comme rayon X vous semblent étranges, mais elles font partie du vocabulaire des échecs avec lequel vous allez vous familiariser. Dans certains cas, il s'agit de techniques que nous étudierons de manière approfondie en temps voulu. Bien, c'est le moment d'apprendre en observant le jeu d'un grand joueur. Pour cela, nous avons sélectionné une partie de celui qui fut le premier champion du monde officiel, William Steinitz. Au milieu du 19e siècle, quand William Steinitz commença à jouer, les échecs se caractérisaient par leur style romantique. Il mêlait des combinaisons brillantes et des sacrifices spectaculaires, dès le début de la partie, qui visaient le renversement du roi. Mais Steinitz arriva, et avec lui une révolution dans le monde des échecs. Sa principale contribution fut de démontrer que le jeu positionnel était beaucoup plus efficace que le jeu d'attaque. Pour lui, la clé résidait dans l'exploitation de la logique du jeu en préparant patiemment la conquête de la partie. Il cherchait des positions qui lui permettaient d'attaquer et de défendre en même temps, imaginant un plan et occupant des cases logiques pour le mettre à exécution. Steinitz joua constamment avec ses idées en démontrant que ses raisonnements étaient fondés. Tous ceux qui s'accrochaient encore à la beauté romantique du jeu durent se rendre à l'évidence. Avec le jeu positionnel, on pouvait gagner des parties. Steinitz initia ainsi la période dite de l'école moderne. Pour comprendre l'importance du roc, nous allons analyser l'une de ses parties. Voyons cela. Elle se déroula à Vienne en 1859. L'adversaire de Steinitz ouvrit la partie avec une ouverture viennoise, très agressive, comme il était d'usage dans l'école romantique. Avec beaucoup de discernement, Steinitz réagit également de manière agressive. Il sortit sa dame, profitant que le roi blanc se trouve totalement sans défense. Avec ce coup, il mit son adversaire en grande difficulté. Regardez, si les blancs essayent de couvrir l'attaque, ils s'apercevraient qu'après le second échec, Steinitz pourrait prendre la tour. Un bénéfice matériel considérable. Par conséquent, les Blancs se virent obligés de déplacer le roi, perdant le droit de roquer. Une erreur terrible dont Steinitz tira profit en sortant les pièces à toute vitesse pour attaquer le roi adverse. Dès lors, le jeu des Noirs devint très actif. Steinitz continua à développer ses pièces et à apporter de nouveaux effectifs à l'attaque.
À ce stade, nous pouvons déjà observer des différences dans la position des deux joueurs. Steinitz a roqué. Par conséquent, son roi est bien protégé, à l'inverse de son adversaire qui est en train de payer les conséquences. La partie continua et Steinitz la gagna brillamment. Nous n'allons pas l'analyser entièrement maintenant, mais par curiosité, nous allons étudier la dernière position. La voici. Avec le dernier coup de la tour, Steinitz fit échec et mat. Observez qu'il a conservé tous les pions du roc intacts et aussi ceux des colonnes F, G et H qui n'ont pas bougé. Cela signifie que Steinitz fut capable de sortir toutes les pièces uniquement par les colonnes centrales, ce qui fut possible en majeure partie grâce au roc. On n'a pas pu dire la même chose de son adversaire qui perdit le contrôle de la partie pour ne pas avoir roqué à temps. À partir de maintenant, rappelez-vous, si vous développez vos pièces en luttant pour le centre et que vous roquez vite, il est certain que vous aurez bien joué l'ouverture. Le moment de mettre en pratique toutes ces connaissances est arrivé. Voici quelques exercices. Commençons par le premier. Regardez les coups suivants. Ils sont caractéristiques des ouvertures ouvertes. En tenant compte que l'objectif est de développer nos pièces, dominer le centre et roquer vite, quel est le meilleur coup que peuvent faire les blancs? En effet, il existe plusieurs bonnes options, mais nous devons en choisir une seule. Laquelle? Rappelez-vous que l'objectif est un roc facile. Prenez le temps de réfléchir tranquillement. Bien, nous allons analyser les différentes possibilités. Un bon coup serait fou C4, qui donnerait lieu à l'ouverture italienne. Avec ce coup, le fou parvient à se développer, à dominer les cases très importantes et en plus à préparer le petit roc. Nous arriverions aux mêmes objectifs en pratiquant l'ouverture espagnole. Fou B5, autre très bon coup. Félicitations à ceux qui ont trouvé l'une de ces possibilités. Avec l'intention de roquer, nous aurions pu déplacer le fou en E2. Ce n'est pas un mauvais coup, mais il ne parvient pas à lutter au centre comme les deux précédents. Le coup fou D3 développe, contrôle le centre et prépare le roc. Mais il entrave le pion D. Ce n'est pas un mauvais coup, mais il n'est pas puissant car trop défensif. Développer l'autre cavalier en C3 serait également un bon coup. Mais notre but était de trouver un coup qui faciliterait le roc et celui-ci ne le fait pas. De même si nous déplacions pion D4. Tout autre coup ne serait pas approprié. Si cela vous dit, continuons avec le second exercice. Observons comment se développe l'ouverture italienne et continuons avec le point de vue des Noirs. Quel serait le meilleur coup pour faciliter le roc? Voyons les différentes options. Évidemment, ce n'est pas cavalier H6. Il est vrai qu'il prépare le roc. Mais rappelez-vous qu'un cavalier au bord de l'échiquier n'exploite pas tout son potentiel. Il contrôle moins de cases et ne lutte pas de manière efficace pour le contrôle du centre. Cavalier de G en E7 serait un peu mieux, mais pas autant que la bonne option. Cavalier F6. Dans cette position, le cavalier domine le centre de manière idéale et de plus, il ouvre le chemin au roc. D'autre part, un coup tel que déplacer le pion en D6, bien qu'il soit un coup logique de développement, consolide le pion central en E5 et ouvre la diagonale C8 H3 au fou, mais il ne contribue pas directement au roc.
Cavalier F6. Félicitations à ceux qui ont trouvé. Pour terminer, essayons de résoudre un dernier exercice un peu plus difficile. Concentrez-vous sur la partie. Il s'agit d'une ouverture espagnole, plus précisément la variante d'échange, qui consiste à échanger le fou blanc contre le cavalier noir quand il est menacé. Après l'échange, on obtient la position que vous voyez sur l'échiquier. La question est, qu'est-ce qui est le plus opportun pour les blancs? Roquer ou prendre le pion en E5? Pensez à tout ce que nous avons appris. Vous devez imaginer ce que feraient les noirs si le cavalier capturait le pion et par conséquent si vous preniez une décision. Allez-y. Bien, voyons la solution. Le mieux serait de roquer. Pourquoi? Voyons ce que feraient les noirs si nous prenions leur pion. Il contre-attaquerait probablement avec la dame en menaçant le cavalier et le pion. Face à cette situation, les blancs devraient retirer le cavalier, la pièce la plus précieuse, et alors les noirs prendraient avec échec. Si les blancs essayaient de se défendre, un échange des dames aurait lieu. Regardez, les noirs auraient récupéré leur pion, ils auraient réussi à se déployer au centre, et maintenant, ils auraient un jeu très facile parce que leurs deux fous pourraient être exploités par les diagonales. De plus, ils auraient laissé le roi blanc au centre de l'échiquier et sans possibilité de roquer. Au lieu de prendre le pion et voyant ce qui se profilait, nous avons décidé de roquer. Nous allons maintenant étudier une des tactiques les plus utilisées pendant le milieu de la partie, la combinaison. Mais qu'est-ce qu'une combinaison? Théoriquement, on peut la définir comme une séquence de coups, de caractères plus ou moins forcés, qui produisent un effet important dans la position. La combinaison peut servir pour mater, pour gagner des pièces, pour sortir d'une situation difficile ou pour obtenir des avantages stratégiques. Mais comment pouvons-nous trouver les bonnes combinaisons? Nous allons le découvrir avec quelques exemples. Nous allons commencer avec une partie que Paul Morphy a jouée quand il avait seulement 12 ans. Dans celle-ci, nous verrons une combinaison spectaculaire qui se termine par un magnifique mat. Regardez bien l'échiquier, les noirs jouent. Morphy joue dame B6, en attaquant le roi blanc par la diagonale, grâce à une attaque rayon X. Ce coup permet au cavalier de sauter impunément, parce qu'il se déplace, il met le roi adverse en échec. Les blancs, le voyant venir, éloignent leur roi. Alors Morphy prend le fou, en l'échangeant contre son cavalier, et de cette manière, il dégage la diagonale et éloigne la dame de la troisième rangée. Ainsi, il prépare la combinaison qui débute avec cet échec. Il y a deux coups possibles. Déplacer le roi ou prendre le cavalier. Les blancs comprennent que s'ils prennent, ils perdront une pièce. Rappelez-vous qu'une tour vaut plus qu'un cavalier, mais en plus, la dame adverse se placera très près de leur roi. En fin de compte, la situation est totalement perdue. Ils choisissent de déplacer le roi, en espérant que l'attaque du cavalier et de la dame ne soit pas déterminante. Ici, les noirs peuvent annoncer mat en 3 coups. Il s'agit du célèbre mat à l'étouffer. Voici les conditions pour l'exécuter. Le cavalier et la dame dans une position similaire, et le roi qui a roqué avec ses 2 pions devant et la tour à ses côtés. Peut-être que vous pouvez déjà voir la combinaison. Effectivement, premièrement, un échec double. Un échec avec 2 pièces. Une technique que nous étudierons de manière approfondie plus tard.
Le roi n'a pas d'autre moyen que de retourner dans le coin. Et maintenant, le coup spectaculaire survient, le sacrifice d'attraction. La dame noire, défendue par le cavalier, attaque sans retenue et menace de manière décisive le roi. La tour se voit attirée en case G1 et ainsi le roi est piégé par sa propre armée. Le cavalier saute à la case décisive, faisant le mat étouffé. Spectaculaire et efficace. La combinaison est surprenante, vraiment. Mais dans le fond, elle est assez simple pour un joueur tel que Paul Morphy. Il connaissait le mat à l'étouffer, donc il a pu trouver facilement cette combinaison. Plus loin, nous allons examiner plusieurs types de maths et cela nous aidera à imaginer les combinaisons. Bien, maintenant nous pouvons tirer une leçon très utile de cette partie. Afin de trouver des combinaisons et de se défendre, il est fondamental d'identifier le plus vite possible les échecs, les prises et les menaces importantes. Si nous attaquons des cases importantes, nous forcerons notre adversaire à se défendre tel que nous l'avions prévu. Cela nous permettra de contrôler la situation. Vous allez le voir clairement dans l'exemple suivant. Regardez, c'est au tour de blanc de jouer et ils sont sur le point de perdre la partie. Il est vrai qu'ils gagnent au niveau matériel. Ils ont un fou de plus, mais les noirs les menacent avec 2 mates. Le premier, en case G2, la dame est défendue par le pion. Et le second, en case H2, puisque la dame est soutenue par sa tour. Donc, les blancs doivent réaliser qu'ils ne peuvent pas sauver leur roi. Comprendre la nature du problème est la première condition pour trouver une solution. Nous devons chercher une contre-attaque fulgurante. Peut-être avez-vous pensé que chercher le mat avec dame A5 serait une option. Mais ce n'en est pas une, car nous n'avons pas assez de temps. Les noirs nous feraient mat en un seul coup. Nous devons chercher un autre coup plus rapide qui obligerait notre adversaire à y répondre. Et comme nous le savons, il n'y a pas de coup plus forcé que l'échec. Les blancs ont la possibilité de le faire avec la tour. C'est un sacrifice d'attraction qui attire le roi en case A8. Maintenant, la dame blanche peut entrer en jeu en faisant échec. Le roi bat en retraite et les blancs ont la possibilité d'enchaîner avec un nouvel échec. Le cavalier défend la dame et empêche que le roi ne s'échappe. Il doit se déplacer obligatoirement en A8 et les blancs peuvent continuer en faisant échec. Ils peuvent et ils doivent le faire. Il convient de le faire pour pouvoir solliciter une partie nulle pour répétition. Si les blancs jouaient un autre coup, ils seraient mat au coup suivant. Ainsi, en faisant échec perpétuel, ils peuvent réclamer la nullité. Ils n'ont pas gagné la partie, mais au moins ils ne l'ont pas perdue. C'était pourtant sur le point d'arriver avant la combinaison. Nous allons voir maintenant comment utiliser une combinaison pour gagner des pièces. Nous le ferons avec une partie qui opposa le grand théoricien Vassili Panov à un de ses contemporains. Observez attentivement cette position. C'est au tour des blancs de jouer. Nous devons tout d'abord passer l'échiquier au peigne fin, à la recherche de menaces, échecs ou prises. Faisons ensemble cet exercice d'observation. Qu'est-ce qui attire notre attention en premier? Le cavalier blanc attaque la dame noire. Comme nous le savons, la dame est la pièce la plus importante. Il s'agit donc ici d'une menace sérieuse. Mais nous pouvons également remarquer que le cavalier se trouve cloué dans cette position par le fou. Il ne peut donc pas sauter. La tension entre ces pièces, cavalier, dame et fou, génère une situation d'équilibre apparent. Cependant, une pièce pourrait briser cet équilibre. Effectivement, il serait intéressant que le cavalier placé en C4 saute en D6 pour faire ce qu'on appelle un échec double. Autrement dit, attaquer en même temps avec une seule pièce, le roi et la dame adverse. Le problème, c'est que la case vers laquelle nous voulons sauter est contrôlée par le fou noir. Nous pourrions nous trouver face à une grande opportunité. Regardez attentivement. Le fou noir est surchargé maintenant. D'un côté, il cloue le cavalier, et de l'autre, il contrôle une case décisive. Et soudain, une idée jaillit, comme ce fut le cas pour Panov, et nous trouvons la combinaison.
Pensez que ce que nous voulons, c'est gagner des pièces. Donc nous sautons avec le cavalier en faisant un échec double. De cette manière, nous neutralisons le fou à partir de sa position et le cavalier en C3 est libéré et peut prendre la dame adverse. Ce fut ainsi que Panov tira profit du concept de pièces surchargées et qu'il réussit à gagner des pièces de manière déterminante. Comme vous l'avez vu, il est fondamental d'étudier les petits détails et les coups possibles. Continuons avec un second exemple de combinaison pour gagner des pièces. Maintenant que vous êtes déjà un peu entraîné à la recherche des combinaisons, je vous encourage à essayer de la trouver. La partie se disputa au grand tournoi d'Oakham, où le grand maître Vladimir Akopian, qui jouait avec les Blancs, réussit à gagner une pièce grâce à un procédé plutôt simple. Voyons si vous le trouvez. La combinaison commence avec Dame D8 échec. Les Blancs obligent le roi noir à se réfugier en H7 et il continue avec la combinaison Dame H4 échec. Le roi noir est obligé de retourner à la même case. Et maintenant, grâce à cette jolie manœuvre, la Dame blanche gagne une pièce adverse. Observez le parcours de la Dame. De quoi les Blancs ont-ils tiré profit ? Du fait que le fou blanc était complètement sans défense et qu'ils ont pu également obliger leur adversaire à jouer 2 coups forcés de suite. Par conséquent, que devons-nous faire pour trouver une combinaison ? Chercher des pièces sans défense et des coups forcés. Voyons maintenant le dernier exemple de gain matériel. Il est relativement plus complexe que le précédent et nécessite de réaliser plusieurs coups préparatoires. Regardez bien l'échiquier. Que voyons-nous ? Premièrement, que le roi blanc est en train d'attaquer la tour adverse. Il voudrait la prendre, c'est vrai, mais la tour est défendue par le fou. Quoique, attention, nous pourrions éliminer le fou. Toutefois, la tour est elle aussi défendue par le cavalier. Cependant, une fois de plus, nous pourrions éliminer le cavalier. Le motif de la combinaison est en train de se profiler. Il consiste à éliminer le fou, éliminer le cavalier, et finalement prendre la tour. Mais attention, l'ordre est important. Rappelez-vous ce que nous avons vu précédemment sur les coups forcés. Résultat de la combinaison, les Blancs ont l'avantage matériel. Nous pouvons voir qu'ils ont maintenant un pion de plus. Et s'ils jouent bien la finale, ils gagneront la partie. Nous sommes maintenant prêts à aborder la série d'exercices et mettre en pratique tout ce que nous avons appris sur les combinaisons. Sans plus attendre, poursuivons avec le premier exercice. Dans la position actuelle, les Blancs jouent et font mat en 3 coups. Un indice. En évoquant dans l'énoncé l'expression « mat en 3 coups », il est évident que nos coups doivent être décisifs. Analysons un peu la position initiale du diagramme. Tout d'abord, nous devons réfléchir aux menaces de notre adversaire. Regardez, si les Noirs faisaient échec après avoir joué cavalier D3, la Dame noire ferait mat avec la Dame en C2. De plus, les Noirs ont déjà un grand avantage matériel, donc il n'y a pas de temps à perdre. Et si Roi B1 suit Dame en C2 échec, Roi A1 et Dame B2 mat. Comme il nous a été annoncé que nous pouvions faire mat en 3 coups, il nous faut prendre en compte les possibles coups d'attaque des Blancs. Tout d'abord, ce qui attire l'attention, c'est la terrible pression qu'exerce la tour blanche sur la colonne ouverte H. D'autre part, le fou D3 a une magnifique diagonale D3 H7 qui affecte le cœur du roc adverse. De son côté, la Dame blanche aimerait bien aller jusqu'à la case H4 pour former un terrible tandem avec la tour, mais le pion G5 noir l'en empêche. Et s'il y avait un moyen de combiner ces menaces latentes? La première idée qui nous vient est de faire échec avec le coup fou H7, puisque nous savons que nous devons toujours donner priorité aux échecs. Cependant, ici, le coup ne fonctionne pas. Alors, après roi H8,
les blancs peuvent découvrir le nouveau fou faisant échec, par exemple en F5. Mais maintenant, nous avons perdu 2 coups et nous n'avons pas de mat en vue. Nous devons donc continuer à chercher des échecs et des variantes forcées. Vous le voyez maintenant? Prenez tout le temps nécessaire. Voici le résultat de l'énigme. Tour H8 échec. Autre échec, mais qui cette fois est décisif. Un coup brillant qui oblige les noirs à accepter le cadeau empoisonné avec roi en H8. Ensuite, les blancs profitent de la disponibilité de la case H1 pour asséner un nouveau et implacable échec avec dame H1. À nouveau, le coup des noirs est unique. Roi G8, exactement au 3e coup, comme nous l'indiquait l'énoncé de l'exercice. Nous faisons un échec avec dame H7, échec et mat. Tout s'est déroulé de manière imparable, et les noirs n'ont rien pu faire pour éviter ce dénouement fatal. Comme vous l'avez constaté dans l'exercice précédent, l'énoncé était un bon indice qui nous a obligés à trouver quelque chose de réellement décisif pour celui qui a joué le premier. En fait, dans des parties réelles, nous n'avons pas ce type de facilité. Comme dans l'exercice que nous allons vous présenter. Un esprit affûté et un maximum d'attention. Les blancs jouent et gagnent. Les courageux peuvent essayer de le résoudre tout de suite. Mais si vous préférez, nous pouvons faire l'analyse ensemble. Voyons cela. La première chose que nous devons évaluer, c'est le matériel. Nous observons que les 2 camps sont à égalité, à l'exception d'un pion de plus pour les noirs. Seconde observation, les rois sont un peu accessibles. Le roi blanc a plusieurs pièces adverses en position d'attaque et certaines, comme la tour en B8, qui pourraient devenir une menace. Le roi noir, plutôt sans défense, peut également se voir menacé par plusieurs pièces adverses. Le problème est que c'est au tour des blancs et que leur dame est attaquée par une tour adverse. Il se peut que les blancs doivent retirer leur dame rapidement. Mais si nous nous limitons à ce qui semble a priori évident, nous n'apprendrons jamais à combiner et donc nous n'apprendrons jamais à bien jouer aux échecs. Nous devons voir les choses en grand. Au lieu de battre en retraite, pensons à ce qui nous plairait. Attaquer avec des pièces disponibles, par exemple. Il serait idéal, par exemple, que le fou puisse se déplacer en D4 et qu'il fasse échec. Je ne vais pas vous aider plus. Vous avez toutes les données et une question à résoudre. Que peuvent faire les blancs pour gagner la partie en peu de coups? Prenez tout le temps nécessaire. Voici la réponse à l'énigme. Fou D4 n'est pas un mauvais coup, parce que suite à la prise de la dame par les noirs, les blancs prennent d'abord le fou, et ensuite la dame. Ils gagnent une pièce, ce n'est pas mal du tout. Mais il y a une combinaison encore meilleure. Tour E8 échec, un sacrifice pour dégager des rangées. Et maintenant, nous pouvons réaliser le coup que nous briguons. Échec avec le fou par la diagonale. Les noirs ne peuvent pas interposer des pièces de manière efficace. Et maintenant, que se passe-t-il? Dame G7 fait échec et mat. Une combinaison excellente qui se termine avec le mat du baiser de la mort. Un mat que nous allons voir en détail. Je vous félicite si vous avez réussi à trouver la solution. C'était assez difficile. Voyons maintenant le dernier exercice de cette section. Les blancs jouent et gagnent. Nous observons une égalité matérielle, mais les blancs sont avantagés. Pourquoi? Parce que le roi est assez bien défendu, alors que le roi noir est exposé aux attaques au centre de l'échiquier. Peut-être que vous êtes en train de penser que ce serait bien que le pion puisse attaquer le roi via C5. Mais la dame pourrait le prendre. Pour l'instant, ce n'est pas un bon coup. Nous devons chercher une autre solution. Un indice.
Ici, l'objectif n'est pas de faire mat, mais de gagner des pièces. Les blancs ont probablement plusieurs bonnes options. Nous devons en choisir une. Laquelle ? Une option pertinente serait de déplacer le cavalier en E6. Il attaque la tour et prépare le prochain coup du pion. Mais tour en A6 est un coup encore plus puissant. Un sacrifice d'attraction. La dame noire prend. Et alors maintenant, pion C5 échec. Le roi doit parer l'échec. Et la dame blanche peut prendre la dame noire. Les blancs gagnent une dame en échange d'une tour. Une affaire en or. Une fois de plus, félicitations à ceux qui ont résolu l'énigme. Mais ne vous découragez pas si vous ne l'avez pas trouvé. Au contraire, profitez-en pour apprendre de vos erreurs et remarquez que la clé pour trouver la solution a été de voir l'échec avec le pion et de nous rendre compte que la dame et la tour pouvaient converger vers un même point. Répétons-le encore une fois. Vérifiez toujours les échecs et les prises. Une bonne analyse nous aidera à trouver les bonnes combinaisons. Bonjour Miguel, très content de te voir parmi nous. C'est un plaisir pour moi de partager l'échiquier avec toi, Marcos. Dis-moi, avant de commencer, je sais que tu souhaites nous dire quelque chose de très important. Oui, enfin, je voulais faire un commentaire général concernant les contenus de cette section et les difficultés liées à certains aspects des échecs, comme la stratégie par exemple. Les échecs, ça n'est pas si facile que ça. Par conséquent, si quelqu'un se trompe, a du mal au début à digérer l'un ou l'autre des contenus, qu'il se rassure et ne cède pas à la panique. Nous pouvons répéter les choses 2, 3 fois, voire même revenir sur certains contenus par la suite, une fois plus avancés dans l'étude des échecs. Il ne faut pas perdre confiance, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Bon, eh bien, nous commençons. Je sais qu'aujourd'hui, tu voulais commenter certaines combinaisons des coups masqués, non? Oui, effectivement, je voulais vous expliquer comment trouver les combinaisons, les coups masqués, les mécanismes qui traversent l'esprit du grand maître. Pour cela, j'ai apporté la finale d'une partie que j'ai livrée en 2002 et dans laquelle je jouais avec les noirs. J'ai pris la liberté d'indiquer la position. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Si, et excuse-moi, mais cela semble un peu désespéré. Oui, à vrai dire, la situation était très difficile, pratiquement désespérée, n'est-ce pas? C'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve d'imagination, et comme chacun sait, pour avoir de la chance, il faut la provoquer un minimum. C'est bien vrai, mais comment as-tu fait pour t'en sortir? Moi, je ne vois pas de solution. Eh bien, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons étudier la position de façon détaillée. C'est au noir de jouer et la situation est très difficile parce que mon adversaire dispose d'un pion avancé appuyé par sa tour, si bien que ma tour n'a pratiquement pas de place pour bouger. Si j'essaye de jouer avec ma tour, son pion va avancer et aller à la dame. Par conséquent, je suis acculé à une attitude de passivité. Même chose en ce qui concerne mon roi. Mon roi n'a plus d'échappatoire à cause de ses pièces et à vrai dire, j'ai de moins en moins de coups utiles à jouer. J'ai joué le modeste tour A8, auquel mon adversaire a logiquement répondu par A7. Ma situation semble encore pire qu'auparavant, et désormais mon coup suivant, roi H6, revient à admettre ma défaite. Je crois que j'ai justement provoqué la situation souhaitée, autrement dit, un certain relâchement de la part de mon adversaire, qui ne s'est pas rendu compte du danger lié à ce plan occulte désespéré que j'avais inventé pour m'en sortir. Voyons cela. L'idée de base, c'est d'inciter mon rival à capturer le pion en F6, ce à quoi j'ai déjà prévu de répondre, admirez du peu, tour pour A7. En sacrifiant la tour, mais obtenant au passage une position de patte, mon roi n'est pas en échec, mais je dispose d'aucun coup légal, je ne peux plus bouger, d'où partie nulle. Et je ne sais pas si mon adversaire l'a vu ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pris le pion, mais a mis son roi en F5 afin d'étouffer le mien, et par là, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est précisément de me fournir la position de patte que je recherchais. J'ai pris en A7 et à vrai dire, j'ai vraiment respiré en prenant ce pion qui aurait sinon entraîné ma perte. En prenant à son tour, mon adversaire a permis le patte et par là même la partie nulle. Effectivement, la position était difficile, comme tu l'as dit. Bravo. Mais la chance, il faut la provoquer, comme tu l'as également bien dit. Et qu'est-ce qu'il se serait passé, disons, dans la position roi D7? Ah oui, s'il avait joué roi D7.
À vrai dire, je n'aurais plus eu qu'à le féliciter et abandonner parce que la position était perdante. Son roi se serait dirigé vers le flanc dame pour appuyer sa tour, appuyant l'avancée de son pion, et je n'aurais plus eu d'autre option que de rendre les armes. Mais bon, cette fois-ci, j'ai eu de la chance et j'ai réussi à provoquer l'erreur de mon adversaire grâce à cette stratégie un peu élaborée. Eh bien, merci beaucoup et voyons voir si nous aurons autant de chance que toi lors des parties suivantes. Eh bien, je te prends au mot et disons que c'est ce que chacun cherche à faire, en profiter. À la prochaine session. À la prochaine session. Aux échecs, les échanges de pièces sont une constante. Par conséquent, il est nécessaire de bien apprendre à distinguer quand c'est intéressant ou non. Ceci a une relation directe avec le concept de menace et défense. Depuis le début de la partie, des attaques se produisent. Ici, nous voyons qu'au deuxième coup, le cavalier menace de prendre le pion en E5. Les noirs répondent avec la défense. Le cavalier défend le pion en E5, il le soutient. L'attaque, contrecarrée par la défense, engendre une situation d'équilibre. Si les blancs pensaient prendre le pion en E5, les noirs seraient préparés à se défendre en prenant à leur tour le cavalier blanc sans défense. L'échange que nous venons de voir est défavorable aux blancs, étant donné que le cavalier qu'ils ont perdu vaut plus que le pion qu'ils ont pris. La menace sur le pion était très simple. Aux échecs, nous devons être capables de diriger des menaces plus complexes. Commençons par nous demander, comment savoir si une case est bien défendue ? Observons cette position et concentrons-nous sur la case E5. Nous voyons qu'elle est attaquée par 3 pièces et défendue par 3 autres. En principe, quand il y a équilibre entre attaque et défense, nous pouvons dire qu'une case est bien couverte. Voyons ce qu'il se passe si les blancs prennent. Les échanges se succéderaient et au final, les blancs, qui ont commencé à attaquer, finiraient par perdre une pièce. Sans aucun doute, nous pouvons affirmer que la défense de la case E5 était efficace. Observons la case D6 qui est en train d'être attaquée. Nous passons en revue le nombre de pièces qui la menacent et nous constatons qu'elles sont 2 comme les pièces qui la défendent. Ainsi, une fois de plus, nous pouvons être tranquilles parce que la case est bien protégée. Mais ici, il ne suffit pas d'équilibrer défense et attaque. Voyons l'exemple suivant. Il s'agit d'une ouverture italienne, avec laquelle nous commençons à nous familiariser. Nous voyons comment 2 pièces blanches, cavalier et fou, organisent une attaque subite contre la case F7. Une case très faible au début de la partie, car elle est la seule à n'être défendue que par le roi. Nous pourrions penser que, en approchant la dame, nous équilibrons la position. 2 pièces attaquent et 2 autres défendent. Mais que se passe-t-il? Facile. La dame vaut beaucoup plus qu'un cavalier ou un fou. Par conséquent, l'échange n'est intéressant que pour les blancs, car les noirs perdront leur dame et ils seront en désavantage matériel. Rappel, ce n'est pas seulement la quantité de pièces qui défendent une case qui compte, mais aussi leur valeur. Comme vous le voyez, nous devons vérifier constamment quelles cases menacent l'adversaire, leur nombre et leur type. Ainsi, nous saurons ce que nous pouvons perdre ou gagner avec les prises disponibles. Comme vous le voyez, dans le cas que nous venons d'analyser, la défense la plus appropriée consisterait à interposer un pion dans la trajectoire du fou, et de cette manière, l'échange serait équilibré. Effectivement, il est très important de calculer les échanges possibles dans chaque position. Nous devons savoir s'ils nous conviennent ou non.
Observons le développement des pièces dans l'ouverture espagnole. Comme vous le voyez, le fou blanc attaque le cavalier. Mais le cavalier est bien défendu par les pions. Les blancs ne veulent donc pas échanger pour le moment. Les noirs n'ont rien à craindre. Maintenant, imaginons que les noirs développent leur cavalier G en E7. Vous croyez qu'un échange intéresserait les blancs? La réponse est non. Voyons cela. S'ils échangent le fou contre le cavalier, non seulement les blancs n'en tirent aucun bénéfice, mais en plus, ils perdent leur avantage positionnel. Observez que les blancs échangent une pièce qui était déjà développée et qu'en plus, ils aident les noirs à développer leur fou qui avaient des difficultés pour sortir avant. Avec cet échange, nous ne perdrions pas de pièces, mais nous faciliterions le développement de l'adversaire. Par conséquent, souvenez-vous, nous devons évaluer objectivement chaque échange et agir en conséquence. Voyons ce qu'il se passerait après un coup différent des noirs. Imaginez qu'ils attaquent notre fou avec le pion. Bien qu'il soit possible de fuir et de mettre le fou à l'abri, maintenant l'échange est plus justifié. Pourquoi? Eh bien parce que pour attaquer le fou, les noirs ont dû faire un coup qui n'est pas très utile. Pion A6. Par conséquent, ils ont perdu un temps uniquement pour menacer le fou et nous pouvons en profiter en échangeant. Si au lieu de déplacer le pion, les noirs sautaient au centre avec le cavalier, l'échange serait aussi justifié. Si nous prenons, nous arrivons à garder l'avantage de développement. Nous avons une pièce bien développée et notre adversaire n'en a aucune. Et maintenant, par exemple, nous pourrions roquer. Rappelez-vous que le roc compte comme un coup de développement. Maintenant, nous allons voir une partie dans laquelle l'échange s'utilise comme une arme tactique. Observez la position présentée sur l'échiquier. Comme vous le voyez, les blancs peuvent prendre le cavalier. Mais maintenant, nous savons déjà que cet échange ne nous intéresse pas. Une tour vaut plus qu'un cavalier. Bien, maintenant il existe un coup qui peut renverser la situation. Dame D3. Si les noirs jouent sans faire attention à ce que l'adversaire a fait, le coup tour F6 se révélera être un échange gagnant. Il s'agit d'un sacrifice qui permet d'éliminer le cavalier, autrement dit, la pièce qui contrôlait la case critique H7. Maintenant, regardez comment la dame blanche entre en jeu et termine la partie en donnant le baiser de la mort. Le roi ne peut pas la prendre parce que la case est défendue par le fou C2. Bien sûr, un peu plus loin, nous examinerons ce type de manœuvre en détail. Pour le moment, il suffit de nous rappeler qu'un échange, dans ce cas un sacrifice, peut s'utiliser comme une arme d'attaque. Voyons maintenant le dernier exemple. Il nous aidera à comprendre, en toute clarté, ce qu'est un échange favorable. Les blancs jouent. Comme toujours, nous analysons la position et premièrement, nous constatons que ce camp a un important avantage matériel. 3 pions de plus. Pourtant, leur roi est en grand danger. Il se trouve très isolé, exposé à diverses pièces adverses qui, de fait, menacent de le mater. Regardez, si les blancs ne voient pas le danger et qu'ils avancent leurs pions, ils seront sanctionnés rapidement par un échec en déplaçant la tour en G8. Le roi s'enfuira vers l'unique case disponible. Et avec la dame en F3, il sera mat. Les blancs doivent donc observer l'échiquier à la recherche d'un coup qui les aiderait à surmonter cette situation. Dans cette recherche, il faut toujours vérifier les échecs possibles et les prises. Et que trouve-t-il? Effectivement, dame C5 échec. Cet échec attaque le roi et la dame. Il s'agit d'une proposition d'échange que les noirs sont obligés d'accepter, sinon ils perdront leur dame. Et que réussissent à faire les blancs après l'échange? Ils simplifient leur position et conservent la supériorité matérielle, ce qui, sans aucun doute, facilitera leur chemin vers la victoire. Maintenant, en plus, le roi peut se défendre sans problème. Nous allons passer aux exercices. Mais avant, rappelez-vous, il faut toujours vérifier régulièrement les menaces et la qualité de la défense. De cette manière, vous pourrez éviter des échanges défavorables. Maintenant,
nous allons confirmer que nous avons assimilé les concepts d'attaque, de défense et d'échange avec quelques exercices. La partie débute par une ouverture espagnole. Dans cet exemple, les Noirs se protègent avec la défense Steinitz, nommée ainsi en hommage au premier champion du monde, un joueur d'échecs que nous connaissons déjà. Et ici, la question est, quel coup feriez-vous? L'échange fou contre cavalier serait-il positif pour les Blancs? Écoutez votre intuition. Si cela vous dit, voyons la réponse à l'énigme. L'échange fou contre cavalier n'offre aucun avantage aux Blancs. Observez que de fait, cet échange pourrait se réaliser à tout moment, parce que le cavalier ne peut pas se déplacer. Il est cloué par le fou dans cette position. L'échange, donc, ne nous apporte aucun avantage. Au contraire, il éliminerait la pression, très positive, que le fou exerce sur le cavalier. Je suis certain que vous avez pensé à un meilleur coup. Passons en revue les différentes options. Un des meilleurs coups serait de roquer. Un autre, intéressant et agressif, consisterait à occuper le centre en jouant D4. Avec ce coup, nous profiterions du clouage pour faire pression sur les cases centrales. Rappelez-vous, le cavalier ne peut pas se déplacer. Un autre bon coup, mais pas aussi bon, serait cavalier C3, qui permettrait de développer la pièce. Et enfin, je me permets de vous indiquer un bon coup un peu plus complexe. Pion C3, avec l'intention d'occuper ensuite le centre fermement, avec le coup, pion D4. Vous pouvez être satisfait si votre choix faisait partie de ces 4 options. Passons à l'exercice suivant. Observez avec attention. Nous voyons que la partie débute avec une ouverture italienne et qu'elle arrive à la position suivante. Question. Est-ce que les Blancs peuvent avancer leur pion en D4? Dans cette position, est-ce que le pion serait bien défendu? Oui, effectivement. La case est attaquée par 3 pièces et défendue par 3 autres. Nous constatons donc que si les Noirs décident de prendre, nous pourrions nous défendre sans aucun problème. Nous devons juste nous assurer que la dame sera bien la dernière pièce à prendre. Regardez, si les Noirs prenaient, ils commettraient une grande erreur parce qu'ils finiraient par perdre une pièce. Par conséquent, la progression avec le pion en D4 est correcte. En fait, il s'agit d'un coup plus théorique. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution. Continuons avec le dernier défi. Observez la position. Les Blancs jouent. Cette fois-ci, vous allez faire l'analyse par vous-même pour pouvoir répondre à la question suivante. Est-il recommandé aux Blancs de capturer la dame noire et de l'échanger contre leur propre dame? Prenez tout le temps nécessaire. Non, bien sûr que non. Il s'agit d'un échange équilibré, dame contre dame, mais ce serait une grave erreur. Les Noirs termineraient avec une finale avantageuse, où les tours pourraient attaquer et les pions pourraient avancer.
En effet, si nous avions analysé la position correctement, nous nous serions rendus compte que les blancs étaient en infériorité matérielle. Ils avaient un cavalier face à la tour de l'adversaire. Et le cavalier, comme nous le savons, a moins de valeur. Cela signifie que les blancs n'ont pas intérêt à simplifier leur position. Mais en plus, ils peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent attaquer. En effet, chaque coup qui évite l'échange et attaque l'adversaire est bon. Le meilleur de tous serait Dame G5 échec. Il s'agit d'un coup gagnant parce qu'il permet d'organiser rapidement une attaque de mat avec la dame et la tour. Si le roi noir essaie de s'échapper, il s'aperçoit que les pièces blanches ont des positions trop agressives pour être repoussées. Comme nous le voyons, il est échec et mat. Maintenant, nous allons étudier de manière approfondie comment faire mat avec une seule tour. Vous savez déjà que roi et tour peuvent faire mat à un roi solitaire, mais nous devons connaître la technique. Observez cette position. Remarquez que notre objectif, le roi noir, se situe au centre de l'échiquier. Vous êtes certainement en train de penser à amener la tour jusqu'à la 6e rangée pour faire échec. Mais immédiatement, vous vous rendrez compte que ce n'est pas suffisant. Notre roi contrôle 3 cases et la tour 3 de plus. Comme nous le disions, ce n'est pas suffisant. Nous devrions contrôler un total de 8 cases. Dans l'état actuel des choses, le roi peut s'enfuir par la 7e rangée. En effet, c'est ce qu'il va faire. Nous observons alors que la tour bloque les options de sortie de la 7e rangée. Mais attention, si nous essayons de continuer en faisant échec, le roi s'échappera irrémédiablement par la 6e rangée. Par conséquent, faire échec de façon continue avec la tour ne nous permettra pas de remporter la partie. Quand nous avons étudié le mat avec 2 tours, nous avons appris qu'il était fondamental de repousser le roi contre la bande de l'échiquier. Dans ce cas, il se passe exactement la même chose. Le roi au centre dispose de plusieurs cases. Par conséquent, notre objectif est le suivant, le repousser au bord de l'échiquier. Voici le mat que nous recherchons. Pour y arriver, nous devons apprendre la façon de repousser le roi contre la bande grâce à l'effort combiné de nos pièces. Nous allons prendre en compte quelques règles de base. Ce sont des idées simples et intuitives, faciles à retenir. La première est de couper le passage au roi adverse. Nous divisons l'échiquier en 2 et le roi noir est confiné sur 3 rangées. La tour seule ne peut pas faire plus pour le moment. Le moment d'approcher le roi est venu. Ceci va être notre seconde tâche. Au fur et à mesure que le roi s'approche, les noirs jouent aussi, et on peut s'attendre qu'à un moment donné, ils attaquent notre tour. Alors, nous devons nous rappeler de la 3e idée clé de cette fin de partie. S'ils menacent notre tour, nous devons continuer à bloquer la même rangée et éloigner au maximum notre pièce du roi adverse. Nous continuons notre approche du roi, mais pensez à la 4e idée que nous devons retenir. Nous plaçons notre roi à un saut de cavalier du roi adverse. En faisant avancer le roi à un saut de cavalier du roi adverse, nous anticipons le coup logique de notre adversaire, la fuite vers le centre. Nous coupons encore le passage avec la tour, et c'est le moment d'appliquer la 5e idée de cette stratégie, l'échec latéral ou échec en position. Notre roi contrôle maintenant les 3 cases de fuite jusqu'au centre. L'adversaire se voit obligé de reculer et de réduire ainsi son espace vital de 3 à 2 rangées. Le roi blanc continue d'avancer à un saut de cavalier du roi adverse. Si le roi noir était en E7, nous lui ferions encore une fois un échec latéral. De plus, il s'approcherait de la bande, ce qui aurait pour conséquence de le faire rapidement mat. Quand l'adversaire essaiera de fuir, nous le suivrons avec notre roi.
Il faut continuer à avancer à un saut de cavalier du roi adverse et continuer à éviter que les noirs se rapprochent du centre. Il arrivera un moment où, inévitablement, les noirs seront acculés contre la bande. Dans ce cas, nous appliquerons la dernière idée de ce mat, couper sur la bande. Si le roi noir cherche à s'échapper de ce blocus, il se déplacera jusqu'au centre et recevra donc à nouveau un échec latéral. Finalement, les noirs doivent reculer, réduisant ainsi leur espace à une seule rangée. À cet instant, l'échec et mat dans le coin est inévitable. Quand le roi s'échappe, nous continuons à le poursuivre. S'il essaie d'aller au centre, il reçoit un échec latéral, appelé également échec en opposition. Il arrive un moment où il ne peut plus s'enfuir. Alors, il se voit obligé de revenir et il reçoit le mat que nous connaissons. Comment avez-vous trouvé cette technique? Difficile? Nous allons faire quelques exercices. Vous verrez qu'avec la pratique, vous comprendrez automatiquement tous ces concepts. Et aucun roi solitaire ne vous résistera. Observez, les blancs jouent. Vous avez déjà vu que s'ils jouent bien, ils vont faire mat. Donc, quel est le meilleur coup pour faire mat le plus simplement possible? Ne mettez pas en échec de façon aléatoire. Pensez d'abord à couper le passage au roi adverse pour réduire sa mobilité. Prenez votre temps. Voici la réponse à l'énigme. Exact. La solution est de déplacer la tour jusqu'en A7. De cette manière, le roi noir est confiné sur la dernière rangée et ce sera ici qu'il sera mat. La suivante consistera à approcher notre roi et faire mat. Ce premier exercice était facile. Continuons avec le second. Observez la position suivante. C'est au blanc de jouer et ils font mat en 2 coups. Comment le voyez-vous? Attention, ne faites pas le coup le plus évident. Nous avons dit que nous parviendrons au mat en 2 coups. Donc réfléchissez bien. Si nous déplaçons la tour jusqu'en A7 pour couper le passage au roi, ce n'est pas un mauvais coup. Mais nous débuterions une poursuite entre rois qui ne se terminera certainement pas en 2 coups. Pourtant, il y a une autre option pour y arriver de manière plus rapide et efficace. Nous pouvons profiter de la situation du roi noir qui a déjà une mobilité assez limitée. Le roi blanc est très proche, il est déjà en train de menacer 2 cases des noirs. Avec le coup tour D1, nous faisons un blocus vertical et nous réduisons de 2 cases la mobilité du roi noir. Maintenant, le roi noir a seulement une option et nous l'avons obligé à se placer de façon à être mat au prochain coup. Très bien à ceux qui ont trouvé. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de terminer en faisant mat. Question. Quelle est la méthode la plus rapide pour faire échec et mat, sachant que c'est au blanc de jouer? Réponse. Les blancs sont dans une position parfaite. S'ils essaient de poursuivre le roi, il s'échappera au centre. Ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est que le roi noir se déplace. Parce que s'il va au centre, nos pièces sont dans la position idéale pour le faire mat. Que devons-nous faire? Exact. Perdre un temps avec un coup comme tour B7 ou comme le cours tour C7 par exemple. Quel est le but? Si le roi revient au centre, nous le faisons mat. S'il fuit jusqu'au coin, nous sommes maintenant parfaitement placés pour le poursuivre avec notre roi. Et le faire mat. Bien, nous avons terminé. J'espère que vous avez pu tirer parti au maximum des concepts présentés. Il est important que vous reveniez en arrière afin de passer en revue et d'analyser tous les coups. Mais surtout, pratiquez. Pratiquez dès que possible.